Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui restent focalisés sur les résultats d'entreprises en premier lieu, avec des publications encore aujourd'hui à suivre à Paris. Deux valeurs qui se distinguent particulièrement, Schneider au sein du CAC 40, qui domine la cote parisienne aujourd'hui après avoir confirmé ses objectifs annuel. Malgré les tensions et les pénuries en termes d'approvisionnement, la marge de Schneider doit continuer de progresser malgré ce contexte compliqué. Et puis du côté des valeurs moyennes, on notera l'envolée de SEB aujourd'hui, spécialiste du petit électroménager qui relève ses objectifs. Le marché apprécie évidemment ce genre de discours et donc ce sont les deux vedettes du jour aujourd'hui à Paris. Sur le marché américain, on notera la séquence GAFAM qui se poursuit avec des résultats records hier pour Alphabet, Google et Microsoft. Microsoft qui affiche une solidité sans faille sur le trimestre écoulé avec 20 milliards de profits sur un seul trimestre. C'est un record historique pour Microsoft dont les activités cloud dans leur ensemble progressent encore de plus de 35% sur le trimestre écoulé par rapport au trimestre de l'année précédente. Les GAFAM donc qui restent en grande forme. On suivra un peu plus tard cette semaine, jeudi soir je crois, les résultats d'Apple ou encore d'Amazon pour compléter la vision des performances opérationnelles de ce groupe de sociétés particuliers sur le marché américain. Et puis on parlera bien sûr de la séquence Banque Centrale et donc de la thématique d'inflation, la séquence Banque Centrale qui repart cette semaine avec notamment demain une réunion de la Banque Centrale Européenne à Francfort qui s'annonce comme une réunion transitoire en attendant des décisions pour la réunion du mois de décembre. Des marchés qui marquent une pause à mi-séance en Europe. Les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen. Après une hausse franche hier, la bourse de Paris reprend un rythme plus soft, tiraillé entre une préoccupante inflation et les résultats d'entreprises, des résultats d'entreprises qui pour l'heure sont globalement solides. La question d'une réaction des banques centrales revient aussi sous les spotlights. On atteste la hausse des rendements obligataires à la veille de la réunion de la BCE et à une semaine de celle de la Banque d'Angleterre, de la Fed et de la Banque du Japon. En Asie, le rendement de l'emprunt australien à 3 ans a dépassé les 1% pour la première fois depuis 2019 et ce après l'annonce d'une poussée de 2,1% des prix à la consommation hors alimentation et énergie au troisième trimestre, soit un plus haut de 6 ans, niveau auquel la Banque centrale australienne ne s'attendait pas avant mi-2023. On relève aussi que le rendement du bond américain à 10 ans se tend. À New York, ce sont de nouveaux records pour le Dow Jones et le S&P 500 portés par les bonnes performances d'UPS et de General Electric. Microsoft et Alphabet ont dévoilé leurs comptes après clôture. Le géant du logiciel progresse de 2% du fait de la solide performance de son activité dans le cloud. Schneider Electric est en nette progression. L'équipementier confirme ses objectifs pour 2021 après un chiffre d'affaires en hausse. Les tensions observées sur la chaîne logistique auront donc eu un impact limité. SEB bondissait de plus de 12% ce matin après avoir réalisé des performances records à fin septembre. Le fabricant de petits électroménagers a relevé sa prévision de croissance de ses ventes pour l'année en cours. BIC avance de plus de 4%. Le fabricant des briquets, de stylos et de rasoirs relève son objectif de croissance du chiffre d'affaires en 2021. Lui aussi connaît de bonnes performances en termes de ventes dans ses 3 divisions. Sodexo bondit aussi. Le groupe de restauration collective anticipe un bond de sa croissance et une amélioration de sa marge d'exploitation pour l'exercice qui s'achèvera en août 2022, alors que ses résultats ont dépassé ses attentes au second semestre. Et puis autre ambiance pour Worldline qui reculait de plus de 6% ce matin. Le spécialiste des paiements électroniques a fait état d'une croissance de 8,3% de son chiffre d'affaires, une évolution légèrement inférieure aux attentes des analystes. Tendance, mon ami, c'est avec Alix Nguyen chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Parlons des marchés.
marchés obligataires pour entamer cette émission. Comment est-ce que les investisseurs obligataires appréhendent le couple infernal croissance-inflation? C'est le sujet dont on parle avec Julien Tisserand qui est à mes côtés en plateau. Julien, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Vous êtes gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. C'est vrai que le narratif depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, c'est de dire que les taux remontent. Les rendements obligataires, notamment sur la partie longue, remontent un petit peu. Effectivement, les taux nominaux remontent, mais les taux réels, eux, ne remontent pas, voire rebaissent depuis quelques temps maintenant, à nouveau, Julien. Qu'est-ce que cette situation nous dit effectivement des réflexions qui animent les investisseurs obligataires autour de ce que j'appelle le couple infernal croissance-inflation? Tout à fait. Donc vous avez raison, les rendements sur les taux réels continuent de baisser, notamment en zone euro, mais également aux États-Unis, malgré un taper de la Fed qui est attendu dans les semaines à venir, où traditionnellement, c'était la réaction en 2013, on se serait attendu à des rendements réels qui remontent. Ce n'est pas le cas. C'est parce que les attentes et les anticipations du marché obligataire sur l'inflation continuent d'augmenter. Vous avez des points morts d'inflation qui touchent les plus hauts. Si on regarde, par exemple, les swaps d'inflation à 5 ans aux États-Unis, ils ont touché 3,15% au plus haut depuis 10 ans. Vous avez au Royaume-Uni des points morts 5 ans qui ont touché presque 5% au plus haut depuis 15 ans. Et en Europe, on a un réancrage de ces anticipations également, qui n'était pas arrivé depuis de nombreuses années, avec une anticipation d'inflation à 5 ans autour de 2,2%. Donc ça, c'est un phénomène qui débute et qui a commencé cette année, qui a continué pendant tout l'été, qui est finalement quelque chose qui était accueilli par les banques centrales à bras ouverts, après des années d'anticipation en baisse, en forte baisse. Là, pour la première fois en Europe, on a des anticipations qui se réancrent. Pour nous, ce n'est pas inquiétant à ces niveaux-là, en tout cas aux US et en Europe. C'est vraiment voulu par les banquiers centraux. 3,15% par exemple, on retrouve des niveaux de 2010, 2012 aux États-Unis. Les 2,2% retrouvent des niveaux de 2014. Donc c'est plutôt en ligne avec ce que veulent les banques centrales. De ce point de vue-là, vous dites, Julien, il n'y a pas dans le marché, dans les prix de marché, les anticipations de marché, il n'y a pas encore, je vais un peu vite en besogne, mais il n'y a pas de dérapage, de désancrage justement de ces anticipations d'inflation au-delà de ce que recherchent les banques centrales. Tout à fait. En tout cas, pour la Fed et la Banque centrale européenne, ça correspond à l'objectif qui se sont fixés d'avoir une inflation symétrique autour de 2%, avec une possibilité d'avoir une inflation un peu plus élevée pendant une période. Là où on commence à voir un léger désancrage des anticipations, c'est plutôt au Royaume-Uni. Et vous avez vu la sortie du gouverneur Bailey dans les médias anglais. Et parce que les anticipations à 5% sur 5 ans d'inflation, c'est du jamais vu depuis 15-20 ans. Et là, on sent que ça inquiète un petit peu plus. Donc, il y a eu cette sortie dans les médias, avec potentiellement dans les cartes une hausse de taux potentielle la semaine prochaine lors de leur réunion monétaire. Et c'est un souci de crédibilité maintenant pour eux, pour garder ces anticipations ancrées. Donc il y aura une particularité, on va dire, autour de la Banque d'Angleterre la semaine prochaine, avec normalement une première hausse de taux qui a déjà été très fortement signalée au marché. Tout à fait. Et donc il y a eu un transfert en fait d'anticipation. On a vu la Banque d'Angleterre, vous avez vu la Banque de Norvège, la Banque de Nouvelle-Zélande. Donc il y a plusieurs banques centrales développées qui ont commencé à remonter leur taux court sur une inflation plus haute qu'anticipée. Et qui ont eu peur d'un dérapage inflationniste. Pour l'instant, en zone euro, nous, on ne pense pas que c'est quelque chose qui soit dans les cartes, et j'y reviendrai peut-être. Pour la Fed, cette inflation qu'on voit aux États-Unis semble un petit peu plus durable dans le mix qu'on voit de l'inflation. Donc on est à 5,5% inflation annualisée aux US, on est à 3,4%, ça risque de monter un petit peu plus haut en zone euro. Par contre, dans la composition de l'inflation, en Europe, ça reste très très temporaire de ce qu'on voit. L'inflation cœur qui est remontée, elle devrait rebaisser l'année prochaine autour de 1,5%, donc bien en dessous de la cible de la BCE. Par contre, aux US, on voit une inflation, et dans la rotation des composantes qui génèrent l'inflation, de composantes de réouverture et de friction vers des choses qui sont beaucoup plus durables dans le temps. Vous avez par exemple les loyers imputés qui remontent assez fortement et qui sont attendus en hausse de 3,5, 4% annualisés l'année prochaine. Et ça comporte, c'est à peu près
30% du panier d'inflation aux États-Unis. Et c'est une tendance lourde. Hein. Quand l'immobilier, quand les loyers commencent à rattraper, et une fois que c'est parti, c'est compliqué à arrêter. Hein. Tout à fait. Il y a une inertie dans ces composantes de prix-là, et c'est une inflation qui est plus durable dans le temps. Ce qui veut dire que dans nos anticipations, en Europe, on a une inflation qui devrait baisser en dessous de 2% l'année prochaine. Et là, l'accélération a été certes brutale, mais pour nous, reste très temporaire. Aux États-Unis, en revanche, cette inflation qui est montée, elle va rebaisser, mais rester au-dessus du mandat de la Fed de 3%, avec des composantes plus durables dedans. Et ça veut dire que la Fed va devoir choisir désormais entre la croissance et l'inflation. C'était tout pour la croissance, tout pour le marché du travail. L'inflation, on met ça de côté. Vous dites à ces niveaux-là et avec la nature de développement de l'inflation aujourd'hui, la Fed va devoir être beaucoup plus équilibrée dans son discours. Tout à fait. Et on voit d'ailleurs que le marché le prend déjà en compte. Alors sans aller jusqu'à l'agressivité extrême de la Banque d'Angleterre, le marché commence déjà à se dire que le tapering ne sera peut-être pas suffisant pour calmer ce risque inflationniste. Tout à fait. Et peut-être à rajouter à ça les composantes du marché de l'emploi, qui sont très différentes. Royaume-Uni, US, où le marché est très tendu, avec une participation qui a baissé, et un retour à l'emploi qui ne se fait pas parmi les seniors. Ils sont partis en pré-retraite et a priori assez durablement. Alors qu'en Europe, on a encore beaucoup de capacités excédentaires. Il y a des petites tensions en Allemagne, mais par contre, la France, l'Espagne, l'Italie restent avec des marchés de l'emploi qui pourront apporter durablement dans le temps de nouveaux emplois. Donc il y a moins de tensions. Donc il y a une différenciation qui doit se faire. Et donc pour nous, la Fed et sa crainte sur une inflation qui va rester un peu plus élevée semble plus justifiée que pour la Banque Centrale Européenne et pour l'Europe. Donc sur les pricing de taux courts dans le marché, on a vu ce mouvement qui s'est opéré depuis la fin de l'été, où vous avez raison, les taux nominaux sont remontés. Et jusqu'ici, ça se faisait par une pontification de courbes et des taux longs qui remontaient. Depuis la fin de l'été, ce n'est plus le cas. Ce sont les taux courts qui remontent, avec notamment des anticipations sur la Fed, où on a maintenant un marché qui attend presque 2 hausses de taux pour l'année prochaine. Donc un taper qui s'arrêterait, qui commencerait dans les semaines qui viennent, s'arrête juin 2022, et 2 hausses de taux qui s'enchaînent rapidement. Ce qui n'est pas une séquence encore endossée par Jérôme Powell. Hein. Non, tout à fait. Dans son esprit, il a été très clair dans ses communications, c'est que le test qui sera demandé pour remonter les taux est différent de celui du taper. Bien sûr. On peut commencer à penser que cette rhétorique et ce discours risque de changer dans les mois à venir, vu que les composants de l'inflation semblent un petit peu plus durables. Donc c'est le début d'un glissement sémantique. Probablement. Le banquier central ne peut pas changer trop brutalement, trop violemment de discours, exactement. Mais le glissement est en train de se faire. Tout à fait. Par contre, pour nous, avoir 2 hausses de taux qui est déjà anticipée en 2022 nous semble déjà beaucoup. C'est le maximum qu'ils pourront délivrer. Ils vont vouloir attendre l'effet du taper, voir comment le marché prend et intègre cette information-là avant de monter les taux, même si l'inflation reste au-dessus de leur cible pendant un moment. Donc les 2 hausses de taux anticipées nous semblent un maximum pour le moment. Mais ça a expliqué sur les marchés financiers ce mouvement d'aplatissement des courbes, où les taux longs finalement ont arrêté de monter, c'est les taux courts qui sont remontés assez brutalement. On pense que ce mouvement, pour le moment, avec la Fed de hausse de taux pricée par le marché, on a eu le même mouvement qui s'est transmis pour l'Europe, avec maintenant 2 hausses de taux attendues par le marché de 10 BP l'année prochaine pour la BCE, ce qui nous semble vraiment plus fantaisiste, en tout cas, de notre point de vue, étant donné la forward guidance de la BCE, où elle n'est pas censée monter ses taux avant de finir ses achats d'actifs, et les achats d'actifs ne devraient pas se terminer l'année prochaine. Donc tout ça nous semble peut-être un peu excessif sur les parties courtes de taux, et ce mouvement d'aplatissement est exacerbé par le fait que ça touche un petit peu la croissance maintenant sur les anticipations de croissance qui rebaissent. Où est-ce que les risques sur la croissance sont les plus importants d'ailleurs, là, entre les États-Unis et la zone euro aujourd'hui, Julien ? Alors, de notre point de vue, la croissance aux États-Unis devrait rester ancrée positivement et assez durablement. On a un cycle d'investissement qui s'est enclenché pour le long terme. On a des programmes fiscaux qui sont encore devant nous, avec des votes à venir de 1,5 à 2 trilliards de dollars à l'automne et à l'hiver. Par contre, en Europe, on n'a plus d'annonces fiscales à venir, de notre point de vue. On a une Europe
qui est historiquement plus exposée à la Chine, une économie plus ouverte, plus exportatrice, et notamment vers la Chine. Et avec le récent ralentissement chinois, on pense que l'Europe est plus à même d'être entraînée dans la chute par la Chine, avec l'Allemagne une pause. notamment, hein, L'Allemagne notamment, tout à fait. On le voit dans les anticipations des entreprises allemandes, dans les derniers sondages de l'IFO par exemple, les attentes d'exportation allemande commencent à chuter assez brutalement et assez rapidement. Du fait des ruptures de chaînes logistiques, mais aussi de la demande de la part de la Chine qui commence à baisser avec tous les resserrements qu'on connaît là-bas. Donc, sur la différentielle de banque centrale, différentielle d'inflation et de croissance, on pense qu'on va aller vers une divergence plus notable entre les deux grandes banques centrales, les deux zones géographiques. Alors, on ne parle pas d'une chute et d'une chute de croissance en zone euro qui va être vraiment très durable. C'est plutôt un passage à vide un peu plus temporaire, alors que les États-Unis, eux, ont un momentum qui se reprend. Vous l'avez vu dans les dernières récentes données économiques où ça repart un peu à la hausse. Après un troisième trimestre faible, hein. Alors Exactement. on va très vite parce que le marché est dans l'anticipation. On n'a pas encore les chiffres du T3 américain. On va les avoir cette semaine, demain, je crois, si je dis pas de bêtises. On sait que il y a une perte de vitesse en termes de croissance au troisième trimestre américain, mais le marché est déjà focalisé sur ce qui s'est passé après. Et vous dites, après ce petit trou d'air américain au troisième trimestre, c'est déjà en train de repartir. Tout à fait. Et donc il y a cette divergence et ce différentiel qui devrait continuer à s'opérer entre l'Europe et les États-Unis. Et donc, pour en venir peut-être à votre question sur la BCE, ou la question suivante, je l'anticipe, demain, on pense que la Banque Centrale Européenne devrait, de façon assez vocale, repousser en fait, ses anticipations de taux courts à la baisse. On pense que ce n'est pas cohérent avec sa politique monétaire et sa forward guidance actuelle. Et je pense qu'ils auront en tête, pour en venir, s'ils devaient monter les taux, aux exemples de 2008 et 2011, où ils ont monté les taux, ou laisser penser qu'ils allaient monter les taux à cette époque-là. Et ça a été une erreur de politique monétaire. Bon, certaines voix ont commencé à se faire entendre. Hein. Villeroy de Galhau, notamment, gouverneur de la Banque de France, dit qu'il n'y a rien qui peut justifier aujourd'hui des hausses de taux en 2022 du côté de la Banque Centrale Européenne. Discours qui sera sans doute effectivement repris demain par Christine Lagarde à l'occasion de sa conférence de presse. Merci beaucoup Julien. Julien Tisserand qui était avec nous en plateau, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Et venons-en au marché boursier avec Nicolas Chéron, à nos côtés en plateau également, stratégiste chez Zone Bourse. Nicolas, bonjour, bienvenue. Bonjour, dites, l'année est finie, Nicolas. On est le quoi 27 octobre. On aimerait bien qu'elle s'arrête maintenant. Je sais pas, ça n'arrête pas de monter. Donc 20% sur le CAC, 30% sur le S&P, c'est une belle année. Ouais. Voilà, si on pouvait finir plus ou moins dans les zones actuelles, je pense que tout le monde serait très content. Ouais. Il nous reste en fait 38 séances à côté jusqu'au 17 décembre, date à partir de laquelle les gérants, les traders, tout le monde va partir en vacances pour les fêtes. Donc voilà, on a peu d'échéances, peu de choses attendues, d'importance pour cette fin d'année. Donc on espère toujours être laissé porter par ce doux trend haussier qui a bercé l'année 2021. C'est quand même incroyable, on en parlait avec Julien juste avant, mais on voit bien, et on l'a vécu au mois de septembre ensemble, vous étiez venu nous voir début septembre, Nicolas, l'inflation collante, la perte de vitesse de croissance alimentée notamment par le coup d'arrêt brutal de l'économie chinoise à travers la reprogrammation notamment de son secteur immobilier. J'en oublie d'autres, mais enfin voilà, on faisait la liste des craintes, des inquiétudes de marché. Et ce qu'on constate, c'est qu'un mois et demi après, le S&P 500 est au plus haut historique. Les indices européens sont quasiment revenus sur leur sommet de la fin de l'été. Rien ne peut stopper visiblement la marche en avant des indices boursiers. Alors en fait, quand on était début septembre, après l'été, qu'on était pratiquement sur les plus hauts et qu'il y avait effectivement quelques cailloux dans nos chaussures, les opérateurs étaient un petit peu frileux, avaient envie d'attendre que la rentrée se fasse et puis peut-être qu'on aille jusqu'à cette saison des résultats. Et on voyait le verre à moitié vide, en fait. Aucun de ces facteurs baissiers n'a été assez fort pour déclencher en fait une vague de baisse. Et étant donné que tout le monde a envie de rentrer dans le marché pour pouvoir profiter du trend en place et des perspectives de 2022 qui quand même s'avèrent pour l'instant très bonnes en termes de croissance et de résultats d'entreprise, eh bien le marché a buy the dip. Ouais. Donc on avait vu effectivement ensemble le 6 ou 7 septembre
qu'à ce moment-là, le CAC était à 6700 points, qu'il pouvait perdre 3 à 5%, et que c'est ce qu'on attendait, nous, pour pouvoir continuer de consolider nos achats et miser sur une belle fin d'année. Voilà, on a touché les 6400 points, ça ne voulait pas aller plus bas, il y avait une résilience du CAC 40 qui était extrêmement forte. Et nous voilà de nouveau pratiquement sur les plus hauts, que ce soit d'ailleurs sur les big caps, les mid caps, les small caps. Donc il y en a pour tout le monde est heureux. Alors, si on revient un petit peu sur ces fameux cailloux, Evergrande, ça a été un peu mis sous le tapis. Hier, Reuters nous annonçait que la Chine demande au PDG d'Evergrande de payer les dettes avec ses deniers. Bienvenue en Chine. Oui. La Chine injecte. En 10 jours, là, on a eu des soutiens de la part du gouvernement sur les marchés qui sont les plus forts depuis janvier dernier. Donc on voit bien que la Chine est de nouveau au chevet de son économie, de ses marchés. C'est pas un grand plan de relance, mais c'est un soutien qui permet de piloter et de gérer la situation actuelle. Elle est là. C'est juste... Oui. On est là. Ouais. S'il y a quoi que ce soit, les grands promoteurs immobiliers chinois ont rencontré le régulateur et on parle de restructuration de la dette à moyen long terme. Donc en fait, ça, c'est bon. Ouais. Voilà. L'inflation est forte, mais elle est plus ou moins transitoire. On s'est habitué. C'est bon. Les opérateurs s'acclimatent de hausses de taux potentielles. Vous en avez parlé juste avant. 2 hausses de taux dès juin-juillet 2022. Il faut se souvenir, il n'y a même pas 6 mois, le discours de la Fed, c'était on n'a pas encore commencé à réfléchir, de discuter du tapering. Quelques mois après, on en a intégré non seulement le tapering, mais 2 hausses de taux de la Fed d'ici décembre 2022. Alors que ce n'est même pas son discours. Son discours est plutôt soft de on va normaliser, on va peut-être monter les taux une fois fin de l'année prochaine. Le marché, lui, c'est bon. Il est déjà sur 2 hausses de taux et il s'acclimate parfaitement. Ensuite, on avait ce petit ralentissement macroéconomique, mais en fait, c'est une normalisation. C'est-à-dire qu'après un premier semestre exceptionnel, la fameuse reprise en V, la sortie de post-Covid, on a eu une normalisation, mais pareil, les opérateurs voient le verre à moitié plein. À l'avenir, la croissance va repartir. On a encore des plans aux États-Unis. On devrait avoir une croissance forte et supérieure à la normale en 2022. Donc, on est bon aussi sur ce volet-là. Les banques centrales continuent d'injecter. De toute façon, on en avait parlé la dernière fois. C'est pratiquement 1 milliard toutes les heures. Donc, je veux dire, à ce rythme-là, c'est normal. Il y a un acheteur en carnet qui dit « Allez-y, donnez-moi ». Et puis, les publications d'entreprises, ça va super bien. Rassure. On est sur un très beau rythme, on est sur des records historiques de bénéfices aux États-Unis. On n'a pas encore l'impact en fait très fort de la rupture des chaînes d'approvisionnement et de la hausse des coûts des matières premières qui pourraient venir peser sur les marges dans certains secteurs. On l'a pas sur ce trimestre-là en fait. Alors c'est là où il faut peut-être un peu prudence garder parce que ça devrait commencer à cogner le trimestre prochain. Mais à court terme, le marché, encore une fois, veut se dire c'est bon, on est bien sur ce trimestre. Là, cette semaine, on a la plus grosse, le plus gros trafic en termes de publications. On a les GAFA qui publient. On a des chiffres, mais qui sont stratosphériques. Je veux dire, quand on voit qu'Alphabet délivre 41% de croissance, que Microsoft fait 17 trimestres de croissance consécutifs, que la croissance accélère, 37% de croissance dans le cloud, 20 milliards de bénéfices trimestriels. Je veux dire, on est sur des chiffres qui sont absolument fantastiques, sur des trends qui sont forts et qui ne vont pas s'arrêter demain. Donc tout le monde est content. Bon, c'est le rouleau compresseur. Encore une fois, et l'histoire passée, récente encore, nous montre que chaque trou d'air est un point d'entrée pour ceux qui sont un peu trop en dehors du marché. Est-ce que quand même, il faut s'inquiéter à un moment des niveaux de complaisance? Parce que beaucoup de choses sont aussi dans les cours de bourse. Alphabet, Google, Microsoft, évidemment, c'est spectaculaire, mais... c'est quand même globalement ce qu'on attendait de ce genre de mastodonte aujourd'hui. C'est pas une surprise pour qui suit les résultats de Microsoft et de Google depuis des années. Est-ce qu'on atteint quand même des niveaux de complaisance? Est-ce que cette hausse est solide là, ou est-ce que c'est une hausse qui se fait avec beaucoup de complaisance aujourd'hui, Nicolas? Contrairement peut-être au mois de septembre, où effectivement là il y avait des inquiétudes qui peut-être alors effectivement on vient de passer de pessimisme à complaisance.
pas encore euphorie. à de l'euphorie. On n'est pas à de l'euphorie quand on regarde les indicateurs de sentiment comme le Fear and Greed Index de CNN Money. On est sur les plus hauts de l'année, mais à 70 sur 100. On parle d'euphorie au-dessus de 80 points sur 100. À très court terme, on vient de passer de 6400 à 6800 points. Et bon, on le fait peu, mais si on parle de très très court terme, là, tout de suite, maintenant, effectivement, j'ai l'impression que le marché a anticipé la saisonnalité positive, anticipé la fin d'année positive, anticipé les très bons résultats. D'où l'idée, c'est maintenant la fin de l'année. Enfin, on est déjà peut-être dans ce rallye de fin d'année d'une certaine manière. Je ne m'attends pas à d'accident baissier d'ici la fin de l'année, mais je ne m'attends pas non plus à une très forte hausse. Je verrai plutôt des prises de bénéfices sur les big caps post-publication dans les 3-4 semaines à venir. Et puis peut-être pour ceux qui font du plus court terme, retourner sur les small caps qui avaient été un peu délaissés. En fin d'année, on sait qu'on a le window dressing, qu'on peut avoir de la volatilité qui revient. Alors on fera très attention, comme d'habitude, aux biotech françaises. Erytech récemment, échec clinique, moins 40%, DBV ce matin, moins 15%, Valneva, augmentation de capital, moins 15%. Donc faites des small caps, oui, mais évitez les biotech en France. Oui, sachez que c'est spéculatif. Hein, voilà, de toute façon, chaque profil d'investisseur, il faut connaître votre profil d'investisseur. Mais si on est justement dans une logique d'investissement, là, aujourd'hui, Nicolas, où est-ce que vous voyez de l'intérêt chez Zone Bourse? Est-ce qu'il y a encore des évidences dans le marché pour vous, pour celui qui a des horizons de temps un peu plus longs que la journée, la semaine? Nous, on fait du stock picking pur. Là, on va chercher des cas particuliers. Donc, je vous avais dit la dernière fois qu'on avait rentré LVMH sur le trou d'air du luxe. Voilà, ça c'était tactique et c'était vraiment très court terme à ce moment-là. Là, on a été faire du stock picking. On a par exemple rentré Volkswagen. On s'est dit qu'après une consolidation des cours qui avait duré 6 mois, une fois la pénurie de composants passée, avec les voitures électriques, avec sa position en Europe, on se dit que Volkswagen a les armes pour plaire. Voilà. On est allé chercher le pendant européen qualitatif et beaucoup moins spéculatif que Tesla. Après Ultra Stock Picking, on va en Italie chez ELEN, un spécialiste des lasers qui va faire du laser dans le médical, mais aussi dans le domaine industriel, qui a une belle croissance, qui est complètement décorrélée des indices. Entre 2018 et 2023, en gros, sur 5-6 exercices, la société voit son chiffre d'affaires augmenter de 100%. Là, post-Covid, on sort de la crise. On s'attend cette année, les analystes s'attendent à 40% de hausse du chiffre d'affaires, une augmentation des marges et de la rentabilité. Donc voilà, on va chercher des petites choses comme ça. Et la dernière, c'est Technip Energy. Qui détient, je vais vous demander la thématique de l'énergie. Comment est-ce qu'on peut, alors là aussi, ou dans une logique tactique ou plus stratégique, est-ce qu'il y a des choses à faire? Puisqu'on parle que de ça en ce moment et que cette crise énergétique s'installe dans le paysage. On n'aime pas les parapétrolières françaises. On trouve que c'est des dossiers surendettés qui ne sont pas très qualitatifs. Rentrer du Total Energy maintenant, après 30% de hausse, ne nous met pas forcément à l'aise. Mais le cas particulier de Technip Energy, qui a énormément de cash, plus que sa valo actuelle, qui est en train de développer le renouvelable, c'est une des thématiques, un peu un méga trend des trimestres passés et à venir. Donc on a fait ces paris-là pour finir l'année. Merci beaucoup Nicolas. Merci pour votre analyse de marché, ces quelques idées que vous soutenez chez Zone Bourse. Nicolas Chéron qui était avec nous en plateau, stratégiste donc chez Zone Bourse. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.